Bonjour à toutes et tous. Une des questions qui revient le plus régulièrement est la suivante. Est-ce qu'il est possible de perdre du poids, comprenez masse grasse, tout en conservant une masse maigre, des muscles? La réponse, elle est oui. À mon avis, elle est oui. Je pense qu'il est compliqué de prendre de la masse musculaire, significativement, j'entends dans un but de musculation stricte, dans une moyenne mesure de bodybuilding, tout en perdant de la masse. À ce moment-là, si on veut vraiment prendre des centimètres au niveau du biceps, au niveau de la poitrine, il va falloir accepter de prendre un petit peu de gras que nous transformerons, de par l'entraînement spécifique, en muscle. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il est possible de perdre du gras et du poids tout en conservant une masse musculaire suffisante qui nous permette de faire du sport sans aucun souci, voire de performer. Comme je vous l'ai dit, je suis convaincu que oui. Seulement, ça va demander d'avoir une action sur deux facteurs principaux du sportif, et puis j'aurais envie de dire en fait de toute personne qui souhaite être en bonne santé. Nous allons devoir travailler sur le côté activité physique, sport, et également bien sûr sur le côté nutrition. On ne va pas faire un cours très pointu, on va survoler les grandes lignes de façon à les comprendre, à les mettre en application, et puis à atteindre nos objectifs. Commençons par le sport. Nous voulons perdre du poids sur la balance. Et donc pour ce faire, il n'y a qu'une solution, taper dans la masse grasse et ne pas prendre trop de muscle. Vous savez bien sûr que la masse maigre, c'est-à-dire le muscle, a un poids et une densité supérieure à la masse grasse. Donc si vous perdez du gras mais que vous prenez du muscle, au niveau de la balance, dans un cas de calcul d'IMC un peu trop forte, eh bien ça ne changera rien. Pire, vous pouvez être amené à prendre un peu de poids tout en vous affinant. D'un point de vue strictement santé, c'est super positif. C'est l'objectif qu'il faut viser. D'un point de vue de récupérer une IMC dans les clous, je vous rappelle, entre 18,5 et 25, et 24,9, 25, on est considéré en surpoids. Et bien là, ça ne marche plus. Donc, on va vraiment chercher à baisser le poids tout en conservant une tonicité musculaire et des capacités motrices maximales. Donc premièrement, comme je vous disais, on oublie l'idée de prendre du volume musculaire. On conserve son muscle. On ne cherche pas à le développer. Donc nous allons plutôt remplacer tout ce qui est sport de force. Je vous rappelle, musculation, bodybuilding et éventuellement le crossfit, mais à moindre mesure puisqu'il y a un gros travail cardiovasculaire. Mais on sait bien qu'à partir du moment où on travaille avec charge lourde, on va plutôt favoriser la prise de masse musculaire. Donc on va remplacer ces sports de force par des sports qui seront plus à haute intensité. Par exemple, à la musculation, nous allons préférer le travail au poids de corps en intensité très élevée, le HIIT. Je vous renvoie directement vers mes programmes Ultimate Full Body. Donc j'en ai plusieurs en ligne et j'en ai d'autres qui vont arriver très prochainement. Également à mes exercices, mes circuits training en haute intensité, High Intensity Interval Training, donc HIIT. Donc pourquoi privilégier le HIIT ou les principes de Tabata ou tout ce qui est circuit training à haute intensité? Eh bien tout simplement parce que ça va permettre d'accélérer le métabolisme. Donc le métabolisme, c'est la capacité qu'a l'organisme, la fonction de l'organisme en fait, qui nous permet de réguler nos fonctions vitales, que ce soit le maintien de la température corporelle, la digestion, la réflexion. Donc il va permettre de transformer notre alimentation en énergie et donc il va brûler aussi les calories que va apporter l'alimentation. Alors là-dessus, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des personnes qui vont pouvoir manger, vous connaissez l'expression, hein. Moi je prends déjà 10 kilos rien qu'en regardant le burger. Bon, arrêtez de regarder les burgers, ça vous prendrait moins de poids. Et puis il y a celles qui peuvent manger n'importe quoi, qui peuvent se goinfrer et qui ne prennent pas 1 kilo. Donc effectivement, nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau-là.
C'est ce qu'on appelle avoir un métabolisme rapide ou un métabolisme lent. Il faut quand même savoir qu'on peut accélérer le métabolisme, notamment avec ce type d'exercice en haute intensité. C'est-à-dire que plus le corps va être habitué à brûler de l'énergie, plus il va prendre cette routine, il va s'adapter et il brûlera de plus en plus d'énergie. Donc ça obligera aussi à manger un peu plus, ou je dirais plutôt à manger un peu mieux. On verra ça dans la deuxième partie. Plus d'intensité, consomme plus d'énergie, donc on brûle plus de calories. Donc le corps va venir puiser dans les réserves et principalement dans les graisses. Par effet domino, ça fera fondre la masse grasse. Et ce type d'exercice favorisera aussi l'utilisation de fibres rapides, fibres musculaires rapides, et donc maintiendra la masse musculaire et les capacités musculaires. Alors, le travail en HIIT peut présenter quelques points négatifs, encore que il y en a relativement peu à mon avis. Donc, comme on disait, un tout petit peu de perte de masse musculaire, mais j'ai plus envie de dire que ça va maintenir cette capacité. Ça va donc, de ce fait, si on pousse moins lourd, peut-être faire réduire un tout petit peu la force brutale, la capacité à soulever des charges très très lourdes, mais qui reviendra, si c'est juste dans un objectif de perte de poids, sur une durée assez courte, ça nous permettra de rebasculer sur un autre type d'entraînement. Et puis, dans une moindre mesure, si vous êtes débutant et que vous partez directement sur du travail à très haute intensité, il y a forcément un risque de blessure. Les articulations, les insertions musculaires ne sont pas prêtes à encaisser un rythme très très élevé. Et donc là, si vous avez oublié votre échauffement, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et là, effectivement, vous pouvez être amené à un risque de blessure. Ceci étant, si vous portez des charges très lourdes en ne faisant pas attention à l'échauffement, en vous précipitant et sans avoir réellement connaissance de vos capacités, le risque de blessure est tout aussi important. Je dirais même voire plus, puisqu'avec les charges, une fois qu'on a lancé, on ne peut pas arrêter le mouvement aussi facilement que si on est à poids de corps. Mais le travail en HIIT a beaucoup de points positifs. Une perte de masse grasse. Mais oui, puisqu'on accélère le rythme, il va falloir que le corps vienne puiser cette énergie là où il peut en trouver. Sachez qu'il grillera d'abord les glucides, donc qui est l'énergie, qui est le macronutriment qui permet d'avoir de l'énergie instantanément, sauf s'il y a un apport de glucides trop élevé, là, qui va venir stocker au niveau du corps. Donc la perte de masse grasse, donc puisque une fois que les glucides seront consommés, l'organisme va venir puiser dans les graisses. Le fait de continuer à travailler même à haute intensité permettra de maintenir une masse musculaire et des capacités en termes de force tout à fait correctes. Ça permettra aussi l'affinage des muscles, c'est-à-dire que si vous avez des muscles très volumineux, peut-être un petit peu gonflés d'eau, un petit peu, eh bien, ce type de travail, aussi très énergivore en termes d'eau, va vous permettre de retrouver et d'affiner vos muscles. Ça vous permettra bien sûr une amélioration du système cardiovasculaire, puisque la haute intensité va faire monter dans les tours beaucoup plus rapidement qu'un travail de force pure. Et également, étant donné qu'il n'y a pas de charge et que vous limiterez la prise de muscle, eh bien ça va vous permettre de retrouver une mobilité articulaire. Alors maintenant, quel type de séance cela représente? Si vous êtes sur un travail corporel général, je vous dirais que c'est du fitness. Vous savez, les cours de circuit training à poids de corps, ou alors avec des haltères très légers, avec des répétitions qui va travailler l'intégralité du corps, en ayant toujours une part importante sur du travail cardiovasculaire. Deuxième exercice, toujours dans un objectif de maintien de masse musculaire. Le HIIT, donc une part de travail musculaire intense et en même temps un travail cardiovasculaire également intense. Ce sont les circuits dont je vous parlais tout à l'heure, qui seront en barre de description et que je remettrai tout au long de la vidéo. Et enfin, si vous êtes plutôt adepte des sports d'endurance, que ce soit le vélo, que ce soit la course à pied, la natation, eh bien tout simplement le travail de fractionné. J'ai une vidéo qui va paraître très prochainement sur ce travail spécifique du fractionné. On m'a aussi demandé quel temps de travail et quel format. Eh bien, ce type de travail s'adapte particulièrement aux personnes qui ont un emploi du temps très chargé. Le format est plutôt court, j'aurais envie de dire maximum 45 minutes. Notez bien que vous favorisez l'intensité. Donc des temps de récupération courts qui iront en diminuant au fur et à mesure de votre entraînement.
C'est-à-dire qu'au début, si vous avez un temps de travail sur 20 secondes et 20 secondes de récup, au fur et à mesure, vous passerez sur 25 secondes de temps de travail, 15 secondes de récup, 30 secondes de temps de travail, 10 secondes de récup, etc. Jusqu'à limiter, peut-être sur une série ou deux, la récupération, voire la faire disparaître. Donc du coup, les séries sont courtes, mais très intensives. Le but, c'est d'essayer de se dépasser à chaque fois. Et du coup, de choisir ces exercices en fonction. Et puis l'avantage de ce type de travail, c'est que ça nous permet de varier énormément les entraînements. Ça évite la lassitude, la rengaine des entraînements systématiques, comme on pourrait l'imaginer en musculation, dans le sens où on va travailler le haut de corps, le bas du corps, alors tous les exercices de tirage, après les exercices de développé, après les jambes. Bon, il y a une variété incroyable d'exercices. Donc la lassitude, on ne la connaît quand même pas systématiquement. Mais ça peut venir. Si vous êtes plus débutant, vous n'avez pas quelqu'un qui vous suit, vous pouvez vous retrouver toujours à faire la même chose. Là, ici, ce serait vraiment très, très exceptionnel. Il est évident qu'il y a certains exercices phares de ces méthodes d'entraînement qui reviennent régulièrement, mais on peut toujours les adapter. Les pompes reviennent. Ceci étant, si vous avez vu ma vidéo sur le tuto des pompes, on a un nombre de possibilités presque infini. Vous pouvez aussi alterner avec du travail de fractionné en course à pied. Je vous préconise sur piste, mais après, vous verrez dans la vidéo qui sortira prochainement sur le fractionné. L'important, c'est d'avoir des séances courtes, mais d'une intensité très, très élevée. Comme les séances sont courtes et que, nous allons le voir juste après, vous avez amélioré aussi votre alimentation et votre hydratation, vous allez pouvoir enchaîner les séances. Et donc, moi, je vous préconise un entraînement quotidien. On verra à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout, une planification type, de façon à garder de l'intensité, du volume musculaire, à progresser, à perdre du poids, de la masse grasse, à maintenir une masse musculaire convenable. Passons maintenant à la deuxième partie, l'alimentation, la nutrition. Là encore, on va faire des généralités, on ne va pas rentrer dans les détails. J'ai un document que je suis en train de finaliser sur une alimentation végétalienne qui vous permettra de retrouver les différents micronutriments, macronutriments dans votre alimentation, savoir où aller les puiser. Là, nous allons rester donc dans quelque chose de global. Sachez que le corps a besoin de nutriments. On les catégorise dans deux catégories, les macronutriments, donc qui sont en fait les nutriments énergétiques qui amènent de l'énergie à votre corps. Il y a les protéines, dont on entend tant parler dans le domaine du sport. Il y a les lipides, que longtemps on a stigmatisé en disant « Oh là là, il faut arrêter de manger des graisses ». Aujourd'hui, on se rend compte avec les nouvelles études que c'est complètement faux. Le cerveau a besoin d'énormément de lipides, il fonctionne principalement avec ça. Et puis les glucides, pareil, qui sont stigmatisés dans certains types de régimes et qui, au final, représentent une part conséquente de notre alimentation. C'est la source d'énergie, c'est l'essence. Alors, pour faire un parallèle, on peut dire que les protéines, c'est la carrosserie, c'est tout ce qui va être la structure, la fabrication de cellules, l'entretien des cellules. Les lipides, c'est l'huile qu'on va mettre pour le bon fonctionnement et en même temps qui fera aussi office de réserve énergétique. Et puis les glucides, eh ben, c'est le carburant qu'on met dans le corps. Je vais forcément axer mon intervention du jour sur une alimentation végétale. Et vous allez voir, je vais essayer de faire quelques efforts et de préconiser 2-3 aliments pour les macronutriments, pour les omnivores, pour les personnes qui consomment encore des produits issus des oléas, de l'exploitation animale. Restons sur les macronutriments. Comment organiser, grosso modo, son assiette? C'est simple. Au niveau des macros, lorsque l'on parle de 50% de glucides, approximativement, de 20% de protéines, 30% de lipides, c'est pour quelqu'un qui a une activité physique classique. Là, nous avons un objectif, perte de masse grasse et maintien de masse musculaire et d'énergie. Donc nous allons quand même jouer un petit peu sur les glucides en baissant légèrement le niveau des glucides. Donc
environ de 50%, 55% en fonction des personnes, à 40% à peu près de notre bol alimentaire. Les lipides, nous allons les maintenir à 30%, mais on va faire un choix et bien veiller à choisir de bons lipides. Et enfin, les protéines, nous allons un petit peu les monter pour conserver justement cette masse musculaire et nous les passerons à 30%. Alors, juste une précision concernant les protéines qui sont si importantes, si on en croit les littératures de magazines, pour la construction musculaire. Pensez quand même qu'au-delà de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça devient toxique. Donc quand vous commencez à calculer, si vous êtes seul, essayez de faire une répartition au niveau de votre assiette. Le fait de calculer tout le temps ces macronutriments, c'est très compliqué, mais moi je vous engage à le faire par cycle. Prenez une semaine, vous notez toutes vos consommations de macros, et puis comme ça vous voyez approximativement où vous en êtes, et vous pouvez réajuster. Si vous le faites tout au long de l'année, c'est fastidieux. Quoi qu'il en soit, que vous ayez un régime omnivore, que vous ayez un régime végétarien, végétalien, augmentez votre part de légumes. C'est obligatoire. C'est la meilleure source de micronutriments. Les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux, également les fibres, et ça vous apportera énormément d'eau. Je vous rappelle, petit aparté, l'eau, 1,5 litre minimum par jour, plus si vous avez des séances d'entraînement. Donc ici, je parle de l'augmentation de votre portion de légumes, fruits et légumes, mais principalement légumes. Les fruits apportent beaucoup de glucides, beaucoup de vitamines, beaucoup de micronutriments. Ils sont très bons, il faut en consommer, mais ayez toujours une part de légumes un petit peu supérieure, justement pour limiter cet apport de glucides. Les légumes non énergétiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les légumes verts. Ce sont en fait tous les légumes hors légumineuses. Donc les légumineuses, pour rappel, pois, pois cassés, pois chiches, haricots, haricots rouges, tofu, tempeh, etc. Là, n'ayez pas peur, les légumes, c'est à volonté. Faites-vous plaisir. Et plus vous aurez des légumes volumineux et à teneur en eau, plus ça vous apportera une sensation de satiété, c'est-à-dire que ça vous coupera la faim, puis ça remplira de manière volumineuse, ça remplira votre estomac plus vite. Et du coup, le message sera envoyé au cerveau comme quoi vous avez assez mangé. Si aujourd'hui vous ne mangez pas de légumes, que dans une semaine, vous avez 50% de votre alimentation qui est faite de végétaux, vous risquez d'avoir des petits dérèglements gastriques. Ça passe, mais dans un premier temps, augmentez progressivement cette proportion de végétaux dans votre alimentation. Focus sur les macronutriments. Les protéines, où les trouve-t-on? Je vais commencer forcément par les sources végétales. Les oléagineux, que sont les noix de cajou, les amandes, les noix de macadamia, les noix du Brésil, les cacahuètes. Donc c'est une super source de protéines végétales, mais attention, c'est aussi une très grande source de lipides. Ah oui, c'est des produits qui sont gras, à limiter. Vous pouvez manger amplement une petite poignée d'amandes et de noix de cajou. Moi, c'est ce que je consomme le plus régulièrement par jour. Il n'y a pas de problème avec ça. Attention. Deuxième source, très très importante, les légumineuses. Donc je l'ai dit il y a quelques secondes, les légumineuses, les pois chiches, les haricots, haricots rouges, le tofu, les lentilles, que j'avais oublié, etc. Une source incroyable d'apport en protéines végétales. Les céréales sont une excellente source de protéines également, mais aussi de sucre. Donc on va chercher aussi à être raisonnable sur les céréales. Attention, beaucoup de céréales contiennent du gluten. Si vous êtes intolérant ou vous avez une fragilité au niveau du microbiote, essayez de limiter certaines céréales. Préférez par exemple le sarrasin, le quinoa au blé. Juste pour info, le blé du début du XXe siècle et d'aujourd'hui a triplé son nombre de chromosomes. Enfin, c'est pas lui qui a triplé, c'est les industries qui ont triplé son nombre de chromosomes. Ben oui, pour qu'il pousse plus vite, pour qu'il soit plus abondant et qu'il rapporte plus en fait. Voilà. Donc, rappelez-vous bien que l'industrie agroalimentaire, elle est agricole. Hein, on termine le salon de l'agriculture, on a le droit de le dire. Leur objectif n'est absolument pas de vous mettre en santé.
Leur objectif est de faire du business. Je referme la parenthèse. Si vous êtes omnivore, vous avez d'excellentes sources de protéines animales. On peut s'en passer sans aucun souci. Titre personnel, je vous recommanderais les œufs bio, évidemment. Si vous avez un petit éleveur de poules à côté de chez vous, privilégiez ces poules. L'idéal, c'est quand elles sont enrichies en oméga 3. Donc, par exemple, qu'elles soient nourries avec des graines de lin. Mais on peut aussi se passer des œufs, il n'y a aucun souci. Avec simplement, ça me fait vraiment mal de vous encourager et de vous proposer des alternatives animales. Donc, on peut manger des œufs, super source de protéines et aussi de lipides, on verra tout à l'heure. La viande blanche, vous voyez mon visage. Vous pouvez consommer un peu de viande blanche, mais le moins possible. Bon, pourquoi la viande blanche? Malgré tout, j'essaie d'être objectif dans ma vidéo, parce qu'elle est beaucoup moins toxique, beaucoup moins grasse que la viande rouge. La viande rouge est bourrée de toxines, et en plus de la manière dont elle va être cuisinée bien souvent, ça va aggraver les choses. Donc, limitez au maximum la viande rouge. Plus vous allez pouvoir manger de façon à stimuler votre digestion sans fatiguer votre organisme, et plus vous serez en santé. Est-ce que j'ai remis autre chose? Ouais, et autrement, il y a des poissons. Bon, rappelez-vous aussi que les poissons, au même titre que les poules, que les vaches, que les porcs, souffrent. Et oui, un poisson, ça souffre. Donc, si vous êtes un petit peu réceptif au bien-être animal, on ne mange pas de poisson non plus. Ceci étant, si vous êtes juste dans le début de cette démarche vers une alimentation plus végétale, les poissons sont une excellente source de protéines, mais pas obligatoire. Je referme la parenthèse. On passe aux lipides. Je pars toujours des sources végétales. Oléagineux, on en a parlé tout à l'heure. Les noix de cajou, les amandes, les cacahuètes, les noix de macadamia, les noix du Brésil, les cacahuètes, les pistaches, ces deux-là, moi je les mets un peu à part. C'est vraiment trop gras. Et les huiles végétales aussi. Pensez que si vous faites de la cuisine, privilégiez l'huile de coco. Alors, d'un aspect purement écologique, c'est très discutable, dans le sens où le boom de l'huile de coco a fait que, eh bien, on déforeste pour planter des cocotiers. Toujours business. Je vous dis, l'industrie, elle se moque de tout, de votre santé, de l'écologie. Tout ce qui importe, c'est d'être dans le CAC 40 et de faire des profits. Donc, l'huile de coco, bah, vous verrez qu'il vient majoritairement du Vietnam. Attention, coronavirus. Donc, il vient majoritairement du Vietnam. Est une excellente huile bourrée de propriétés très intéressantes pour le corps et qui résiste à la chaleur. Donc, pour la cuisson, c'est parfait. Ceci étant, d'un point de vue strictement écologique, c'est plus discutable. L'huile d'olive. Là, l'huile d'olive ne vient pas de loin. Les oliviers sont pour la plupart, quand c'est une huile d'olive bio, bien souvent, elle vient de France ou des pays de l'Europe, donc moins d'empreinte carbone. Autre super source de lipides, les avocats. Là encore, d'un point de vue écologique, c'est pas terrible. On déforeste beaucoup pour planter des exploitations d'avocats. Puis bien souvent, les avocats viennent de l'autre bout de la planète. Donc, c'est pas terrible. L'empreinte carbone est pas terrible. Et autrement, si vous êtes omnivore ou flexitarien en phase de transition, faire du végétal, vous avez vu, à chaque fois, j'essaie de me raccrocher à cet espoir. Eh bien, il y a les poissons gras qui sont bourrés de métaux lourds, qui sont pêchés de manière indécente. De toute façon, bientôt, il n'y aura plus de poissons. À ce rythme-là, à la vitesse où les flottes de pêche éradiquent la faune aquatique, bientôt, il n'y aura plus de poissons. Donc, comme ça, au moins, on ne sera plus embêté, on ne mangera plus de poissons. Non, mis à part, blague à part, enfin, c'est pas une blague, les poissons sont une bonne source de lipides. Mais on n'est pas obligé d'en manger. Enfin, nous arrivons aux glucides, les sucres. Donc, il faut savoir deux choses. En Occident, en France au moins, l'indice de sucre est basé sur le sucre blanc. Aux États-Unis, ils sont rarement exemplaires
surtout en matière de nutrition, les glucides sont basés sur le pain blanc, la baguette. Ne vous dites pas, j'arrête le sucre dans mon café, et par contre, je vais manger une bonne baguette. C'est la même chose. Le niveau de sucre dans ces deux aliments, leur index glycémique, est très élevé. Dans l'objectif d'aujourd'hui, baisse de gras, mais maintien de l'activité physique, il faut qu'on conserve des glucides. C'est le carburant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau des légumes, très bonne source de glucides, les patates douces. Il en existe en France, les patates douces, et aussi dans les pays européens, bio de préférence. Les céréales sont une super source de glucides. Là encore, également de fibres. Avec des intestins un petit peu fragiles, vous risquez une inflammation, au début, au moins. Donc il va falloir adapter un petit peu. Et les céréales, c'est très simple. Les flocons d'avoine, super source de céréales, sûrement la meilleure. Je vous prépare une vidéo également, qu'est-ce que j'ai comme taf, sur les flocons d'avoine. Les flocons de sarrasin, les flocons de pois chiches. Vous allez me dire, les flocons de pois chiches, c'est pas des céréales. C'est vrai, je bug. Tout ce qui va être flocons céréaliers, c'est très bien. Oubliez juste les muesli que vous achetez, Kellogg's et compagnie, parce qu'ils sont bourrés de saloperies. Donc ça, on éradique. Et puis bien sûr, les fruits, qui sont constitués de fructose et qui apportent une source d'énergie incroyable. Donc, que ce soit les bananes, que ce soit les kiwis, moi ce sont que je consomme le plus, que ce soit les fruits rouges, qui sont aussi d'excellents antioxydants. Quoi qu'il en soit, même si vous cherchez à réduire vos glucides au maximum, il y a des glucides dans tous les aliments, si l'on accepte les huiles végétales qui sont là constituées à 100% de lipides. On sort un petit peu du contexte de l'alimentation. Si vous vouliez améliorer votre perte de masse grasse, il est très important de réduire deux facteurs. Le stress et le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est facile, on se couche un peu plus tôt, on regarde un peu moins tard la télé, de toute façon, on ne perdra pas grand-chose. Et le stress. Donc, limitez les boissons excitantes, café, thé, au moins avant de dormir. Et limitez aussi ces boissons après les repas. Elles vont limiter l'absorption des protéines. Avant de prendre un café ou un thé, espacez-les de votre repas d'environ une demi-heure pour que le mécanisme d'absorption des protéines soit déjà bien enclenché. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, voyons un petit peu comment on peut organiser cet entraînement. Je préconise une journée de repos de... Allez, on s'accorde une journée avec une petite balade et vous verrez pourquoi après. Donc, moi, je cale le dimanche. Le lundi, une séance de HIIT, 30-45 minutes, pas plus, ça sert à rien. Très intensive. On monte dans les tours, ça permet de relancer le métabolisme suite à la journée de pause qui sera le dimanche, journée du Seigneur. Le mardi, récupération active avec un petit footing ou du vélo, environ 45 minutes. On ne cherche pas à taper, on n'est pas dans les tours, on cherche à récupérer, tout en entretenant et en cramant un petit peu d'énergie quand même. Le mercredi, soit on reprend un entraînement type HIIT ou intervalle training, donc constitué de mouvements polyarticulaires, alors que ce soit du gainage, que ce soit des pompes, que ce soit des tractions, que ce soit des burpees, des squats, etc. Un circuit, comme j'en ai plusieurs déjà sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à farfouiller. Le jeudi, même type d'entraînement, étant plus axé sur les arts martiaux, moi je vous conseille du hitboxing, ça va vous faire travailler différemment. Et du coup, à partir du moment où vous travaillez différemment vos exercices, eh bien, ça va forcément vous sortir de votre zone de confort. Si vous faites des pompes tous les jours, d'une part, vous risquez la blessure, votre corps va s'habituer et l'effet ne sera plus tout à fait l'effet escompté au début. Modifiez vos entraînements. Donc là, du hitboxing, c'est du travail très rapide en pied-point, principalement en point dans un premier temps. Le vendredi, comment on va travailler un peu plus le haut du corps avec du hitboxing. Le jeudi, le vendredi, on va passer sur le bas du corps avec du fractionné. Attention, c'est un travail global, le fractionné. Fractionné, je vous fais la vidéo très rapidement. Et le samedi, récupération active, footing, vélo, marche, 45,
60 minutes en fonction de l'intensité que vous allez y mettre. Mais cherchez pas à vous cramer. Vous avez fumé pas mal de calories durant toute votre semaine. Et n'hésitez pas aussi à additionner, si vous pratiquez une autre discipline, à additionner un autre cours par jour, si vous avez une routine. Attention, si c'est de la musculation stricte, on en a parlé au début, ça ne va pas aller dans l'objectif que nous avons aujourd'hui. Et puis le dimanche, récupération. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du stretching, des assouplissements, du travail respiratoire, du travail méditatif, mais pas une intensité forte. Il faut que le corps récupère bien. Déjà, si vous astreignez un entraînement quotidien, 6 jours sur 7, vous allez voir, vous allez fondre très vite. Surtout si vous avez mis en rapport l'alimentation, comme je vous l'ai préconisé précédemment. Et puis le dimanche, c'est aussi le jour où je vais prendre quelques heures pour cuisiner. Parce que si vous espérez cuisiner, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans l'alimentation, mais bien sûr, stop à tout ce qui est industriel. On limite le plus possible les plats préparés. On cuisine. Donc il va falloir faire, il va falloir apprendre. Je vous rappelle que j'ai mes 2 recueils de recettes qui sont à votre disposition si vous le souhaitez. Cooking Book 1, donc qui est sur ma phase de transition avec, j'étais encore omnivore, je suis passé sur la phase de transition, j'aime pas utiliser le terme flexi, mais très vite végétarien, et végétalien sur la fin. Le deuxième qui est entièrement végétalien. Et donc là, je prends mon temps pour cuisiner. Compter 2 heures, ça me permet de faire des plats un petit peu plus grands, et puis en fonction, eh bien, en combinant les différents plats que j'ai préparés, eh bien, ça me permet d'avoir des repas complets et surtout d'avoir tout ce dont mon corps a besoin. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Si vous avez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il y a aussi mes coordonnées si vous voulez m'envoyer un mail, si vous voulez me téléphoner, allez-y. Je peux également proposer mes services pour un rééquilibrage alimentaire à tendance végétale. Comme vous avez vu, je fais des efforts pour rester aussi, m'adapter aux personnes qui sont omnivores. Je veux pas de stigmatisation. Je préfère qu'on comprenne la démarche et que la démarche se fasse de manière personnelle, à son rythme, pour y arriver à un moment ou à un autre. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Partagez-la aussi avec vos amis. Même pourquoi pas dans des groupes, sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Facebook, sur le groupe Franck Prépa Physique Form for Health ou sur la page qui est associée Franck Prépa Physique Form for Health. Je suis présent sur Instagram où je propose beaucoup justement de recettes végétaliennes. Ce sont mes repas en fait, je ne rentre pas non plus trop dans des choses compliquées. Et aussi quelques-uns de mes entraînements, ça peut peut-être vous donner une idée de ma routine, sachant quand même que depuis 5-6 mois, je suis reparti sur un cycle de musculation stricte, en plus des arts martiaux et de ma préparation physique générale. Cette phase-là, hop, vous la mettrez de côté si vous avez un laps de temps court pour perdre du poids. Pour perdre du poids, il faudra perdre de la masse grasse et éviter de prendre trop de muscles. Juste maintenir son niveau. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn. Je viens de créer un compte professionnel. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi par ce biais. Je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement, une bonne alimentation. Et je vous dis à bientôt. Salut!